Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, 3e épisode et suite donc de notre podcast diffusé la semaine dernière, le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Le dimanche 28 septembre 1986, 2 petits garçons de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Bénin, partent faire du vélo près de chez eux, à Montigny-lès-Metz, en Moselle. Alors que leur famille s'inquiète de ne pas les voir revenir, des recherches officielles commencent. 30 minutes plus tard, leurs corps sont retrouvés par un agent de police sur un talus près des voies SNCF. Leurs crânes ont été enfoncés à coups de pierre. Après 7 mois d'enquête, Patrick Dils, un apprenti cuisinier de 16 ans, est inculpé. Un jeune homme de 16 ans a été inculpé aujourd'hui d'homicide volontaire. Il reconnaît les faits au bout de 30 heures de garde à vue. Mais quelques jours plus tard, il se rétracte et commence à clamer son innocence. Dès la veille de la reconstitution, Patrick Dils a commencé à dire à son avocat qu'il était innocent. Il le lui a plus précisément écrit, dans une lettre rédigée dans un style enfantin et presque écrite en phonétique. Mais parallèlement, pendant des semaines, il ne proteste pas contre les accusations dont il fait l'objet. Ni à la fin de sa garde à vue, ni lors de sa première comparution devant la juge d'instruction, ni au moment de la reconstitution. Dans les entretiens qu'il a en face-à-face avec son avocat, en revanche, le jeune homme dit bien être innocent. Mais maître Bertrand Becker ne le croit pas. Interviewé des années après dans l'émission Faites entrer l'accusé, il raconte que d'habitude, les innocents gueulent leur innocence. Il m'a dit « je suis innocent » comme s'il m'avait dit « monsieur, j'aimerais un verre d'eau ». Quand quelqu'un est innocent, généralement, pardonnez-moi l'expression, il gueule son innocence. Là, nous avions un garçon passif, étranger. Patrick est passif, enfermé dans son silence, selon son avocat. Après ces échanges dans lesquels le jeune homme lui certifie ne rien avoir fait, maître Bertrand Becker se pose la question de refuser la reconstitution. Puis il accepte. Et le jour où elle a lieu, le jeudi 7 mai, il dit à son client « Patrick, refais les gestes que tu as faits ce jour-là, pas plus, pas moins ». Puis, sidéré, il observe l'apprenti cuisinier se mouvoir et détailler presque sans aucune émotion comment il a tué les 2 petits garçons de 8 ans. C'est après que l'avocat vacille. Quand il constate que son client ne parvient pas à situer précisément le lieu du meurtre, quand il l'entend dire au policier ne pas savoir où exactement il a commis l'irréparable, Bertrand Becker commence à douter. Et si Patrick Dils était vraiment innocent ? Le samedi 30 mai, du fond de sa cellule et alors qu'il est incarcéré depuis 1 mois, le jeune accusé écrit une nouvelle lettre à son avocat. « Cher maître, je viens à vous par cette présente lettre pour vous demander de bien vouloir me dire tout ce que vous n'arrivez pas à comprendre à mon sujet en me posant des questions. Et je ferai de mon mieux pour vous répondre, car j'aimerais vraiment vous prouver que je suis innocent. Et je suis vraiment innocent. Je suis vraiment sincère en vous le disant. » Cette fois-ci, maître Bertrand Becker le croit. Son client ne s'est pas révolté au bon moment et c'est très déroutant. Mais selon lui, ça ne remet pas en cause son intime conviction, celle que Patrick Dils est innocent. Damien, quand on demande à Patrick Dils pourquoi il a donné des précisions que seul l'auteur du crime pouvait connaître, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit avec une formule bien à lui « J'en sais rien pourquoi j'ai dit ça ». Contrairement à son avocat, en tout cas, la chambre d'accusation de Metz, elle ne vacille pas dans ses certitudes et elle décide de renvoyer Patrick Dils devant la cour d'assises des mineurs. Pendant 2 ans, Patrick Dils attend son procès en prison. Oui, et dans des conditions plutôt particulières, puisqu'il n'a pas le droit de recevoir la visite de ses parents. Ses parents vont demander, évidemment, des parloirs qu'ils n'obtiennent pas. En fait, la juge ne veut pas qu'il puisse les rencontrer, en particulier sa mère, parce qu'elle pense que ses parents
savent quelque chose et qu'ils ont même couvert les agissements de leur fils. Alors coupable ou pas, c'est quand même un ado de 16 ans qui a maintenant 17 et dont on sait qu'il a à peu près 10 ans d'âge mental, qui est toujours présumé innocent malgré tout et qui est incarcéré, seul, sans visite et surtout sans possibilité de voir sa famille. Ouverture à Metz du procès du meurtrier présumé de 2 garçons âgés de 8 ans. Le procès de Patrick s'est ouvert à huis clos devant la cour d'assises des mineurs. Le mercredi 25 janvier 1989, son procès s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs de la Moselle. Oui, à Metz, au palais de justice de Metz. Alors, une cour d'assises des mineurs, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est à huis clos, c'est-à-dire que ni public, ni journaliste, il n'y a que les personnes convoquées qui ont le droit d'assister à l'audience. Il en est ainsi pour la justice des mineurs en France, y compris pour les cours d'assises. Au moment où il va se présenter dans le box, Patrick Dils n'a pas encore 18 ans. Il va les avoir, mais il les a pas encore. Les journalistes, ils n'ont accès qu'au tout début de l'audience, c'est-à-dire le moment où l'accusé arrive avant l'ouverture des débats. Ils vont donc en quelques minutes distinguer cette silhouette mince, pâle et les cheveux roux de Patrick Dils. Il va s'asseoir dans le box. Ensuite, tout le monde sort, les journalistes sont sortis de la salle et le procès débute porte fermée à huis clos. Pour la première fois depuis avril 1987, c'est-à-dire depuis presque 2 ans, ses parents sont autorisés à le voir, mais ça va durer 5 minutes dans un couloir entouré de policiers. La suite va durer 3 jours, la durée du procès, mais évidemment sans beaucoup de détails puisque personne n'est autorisé à raconter ce qui se passe dans la salle de la cour d'assises. Est-ce qu'on sait quand même comment il apparaît ? On sait que ça se passe pas très bien pour lui. Pour la première fois, il a revu ses parents, donc ça lui a probablement créé aussi un peu d'émotion. Son avocat, on le sait, lui a décidé de plaider non coupable, mais il se retrouve avec un Patrick Dils pas très coopératif, qui est toujours mutique, qui ne se défend pas. Il semble même étranger finalement à son propre procès. Quand il est questionné, il répète un peu en boucle qu'il ne sait pas pourquoi il a pu donner tous ces détails, mais c'est tout. Alors il y a évidemment une grosse tension, notamment au moment du rapport d'autopsie abominable des 2 enfants. Et même lorsqu'il entend ça depuis son box, Patrick Dils ne semble pas ému, il bronche pas, ça a l'air de lui couler un peu dessus ce procès finalement. Bertrand Becker, son avocat, dit avoir un sentiment de pile ou face. Face à l'attitude de son client, il n'est pas capable d'anticiper si celui-ci sera acquitté ou condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le vendredi 27 janvier 1989, après 3 jours d'audience, les jurés rendent leur verdict. Patrick Dils est coupable. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et, fait très rare, il est exempté de l'excuse de minorité, normalement appliquée aux criminels mineurs et qui aurait, à l'époque, ramené sa peine à 25 ans. Ça fait de lui le plus jeune condamné de France à subir cette peine. 18 ans depuis quelques jours et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Patrick est depuis hier soir le plus jeune condamné à perpétuité en France. Il n'avait que 16 ans au moment des faits. Cette peine est la plus lourde qui existe dans le code pénal depuis l'abolition de la peine de mort moins de 10 ans plus tôt, en 1981. Patrick Dils a seulement 18 ans et il pourrait passer le reste de sa vie en prison. La grand-mère d'Alexandre Beckrich, l'un des 2 petits garçons tués, dit qu'elle aurait voulu encore plus, mais que comme c'est le maximum, elle trouve ça bien. Le père de Cyril Bénin, l'autre enfant retrouvé tué, dit quant à lui qu'il n'a qu'un regret, que la peine de mort ait été abolie. Patrick Dils retourne en prison. Désormais jugé et condamné, il a le droit de recevoir des visites de ses parents et de son frère, Alain. 3 fois par semaine, Jean et Jacqueline Dils se rendent au parloir. Depuis sa cellule, Patrick Dils écrit beaucoup de lettres à ses proches, qu'il signe « Patrick l'innocent incompris ». Il passe un CAP de cuisinier et un CAP de pâtissier qui laissent penser qu'il s'épanouit en quelque sorte en prison. Mais le jeune homme est condamné pour des meurtres d'enfants, ce qui, entre prisonniers, est le crime suprême. Les autres détenus le savent et ils considèrent qu'eux aussi ont à le condamner pour ça. Les coups pleuvent, les insultes fusent. Pour Patrick Dils, le pire moment est celui de la douche. Il racontera plus tard que c'est dans les sanitaires de la prison, où il est seul sans gardien et où il est nu, qu'il est le plus vulnérable. Patrick est tabassé, violé, mais Patrick ne dit rien. Il attend et tente de maintenir, dit-il, ses souffrances et ses douleurs. On me parle, on m'insulte.
meurtrier, assassin d'enfants, on va te faire la peau, on va te lyncher, tu mérites pas d'exister, tu mérites pas de vivre, et j'en passe, et des meilleurs. Ça a été au quotidien. Mais on vous dira, ce ne sont que des mots. Encore une fois, les mots font plus de mal qu'un coup porté. Damien, Patrick Dils ne peut pas faire appel. Non, à l'époque, il n'y a pas d'appel possible pour les condamnations en cour d'assises. C'est le cas seulement depuis l'an 2000 et une loi sur la présomption d'innocence. À l'époque donc, on peut juste faire un pourvoi en cassation en sachant que le pourvoi ne va pas examiner les éléments de fond du dossier mais uniquement les éléments de forme du procès. Il va quand même, Patrick Dils, via son avocat, se pourvoir en cassation et le 10 janvier 1990, la Cour de cassation rejette ce pourvoi. Concrètement, cela veut dire que la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas eu de vice dans la procédure, de vice dans le procès, donc la condamnation est bel et bien définitive. L'autre levier que peut actionner l'avocat de Patrick Dils, c'est la demande de révision du procès. La révision, c'est un autre outil, entre guillemets, mais la révision, elle exige notamment qu'il y ait de nouveaux éléments dans le dossier, des éléments qui n'ont pas fait partie du procès, qui n'ont pas été débattus. Donc, il faut vraiment venir avec un dossier sérieux et avec de nouveaux éléments. Pour appuyer cette demande, l'avocat de Patrick Dils va obtenir de nouvelles informations qui, selon lui, justifient cette procédure en révision. Il va notamment souligner le fait que l'officier de police judiciaire qui a mené l'interrogatoire de Patrick Dils pendant sa garde à vue au SRPJ de Metz a assisté ensuite à l'intégralité de la première et très longue comparution de Patrick Dils devant la juge d'instruction. Pratique inadmissible et réprimée par le code pénal, selon l'un des avocats du jeune condamné. Fort de ces éléments, une demande officielle de révision est déposée en juillet 1990. On est 1 an et demi après la condamnation de Patrick Dils devant les assises. Il demande donc officiellement la révision de son procès. En plus de ces pratiques inadmissibles selon les avocats, il y a aussi le fait que l'accusation repose uniquement sur des aveux. Oui, alors... à l'époque, on a coutume de dire que l'aveu est la reine des preuves. On n'est pas encore au temps de l'ADN et de la police technique et scientifique. À l'époque, les aveux, c'est extrêmement important. Les aveux de Patrick Dils, ils ont été passés après plusieurs heures de garde à vue par un suspect qui, selon les experts psy, est fragile, immature, on le répète, à l'âge mental d'un enfant de 10 ans maximum. Donc, les avocats veulent que la juge Agnès Maubert, la juge d'instruction, soit aussi entendue, questionnée sur la façon dont elle a mené son instruction et des interrogatoires de Patrick Dils. Ils vont aussi dénoncer d'autres vices de procédure, notamment la manière dont la garde à vue a été menée, le fait que la reconstitution ait eu lieu avant l'interrogatoire sur le fond et que Patrick Dils n'a jamais pu communiquer avec sa famille pendant toute la durée de l'instruction. Et puis il y a des questions plus factuelles dont on a déjà parlé. Il n'y a pas vraiment de mobile dans le double meurtre qu'on impute à Patrick Dils. Et puis il y a ces problèmes d'horaire, c'est-à-dire qu'à l'heure où les enfants sont susceptibles d'avoir été tués, Patrick Dils, il n'est pas encore rentré de week-end. Qu'est-ce que c'est exactement que la commission de révision et comment elle procède ? La commission de révision, elle est constituée uniquement de magistrats professionnels de la Cour de cassation. Ils vont se réunir, ils vont examiner cette demande de révision, ses motivations, vérifier si effectivement il y a des éléments nouveaux qui n'ont pas déjà été réglés entre guillemets par le premier procès et qui seraient susceptibles de faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Elle va se réunir, cette commission, et elle va refuser la réouverture de l'enquête. En mai 1994, Patrick Dils est emprisonné depuis 7 ans et ses avocats continuent à tenter d'exploiter tous les recours possibles pour le faire libérer. Le vendredi 6 mai, ils formulent une demande de grâce présidentielle directement adressée à François Mitterrand. La grâce présidentielle est un pouvoir dont dispose le président de la République et qui lui permet de décider de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Le président peut choisir d'accorder la grâce pour la totalité de la peine ou seulement pour une partie. Et il n'est pas obligé de justifier sa décision. Les avocats de Patrick Dils ne souhaitent pas que François Mitterrand gracie totalement leur client, mais qu'il commue sa peine, c'est-à-dire qu'il la transforme en peine à durée déterminée, afin que Patrick Dils ait un horizon. Les familles des victimes sont outrées par cette demande et le font savoir.
Là, il y a 2 enfants qu'il a tués dans des circonstances abominables. Et alors, il faudrait maintenant raccourcir la peine pour question d'humanité. Mais où elle est l'humanité? Et nous, on ne peut pas parler d'humanité, nous, avec notre enfant. Moi, je ferai des kilomètres pour voir mon enfant, moi, en vie. Le vendredi 17 juin, la réponse de François Mitterrand arrive. La demande de grâce est refusée. Plus que ça, le président en personne écrit aux familles d'Alexandre Beckrich et de Cyril Bénin pour leur assurer sa détermination à ne jamais prendre de mesures de clémence envers les assassins d'enfants. Damien, le lundi 28 novembre 1994, la commission de révision rejette une 2e demande. Oui, parce que les avocats de Patrick Dils ont reposé une nouvelle requête, une nouvelle demande de révision. On peut en poser presque autant de fois qu'on le veut, à condition d'arriver avec des nouveaux éléments. Après cette nouvelle décision de rejet et après la demande de grâce présidentielle refusée, les avocats ont vraiment exploité tous les recours possibles à ce moment-là, en tout cas en l'état actuel du dossier. Pour qu'ils puissent formuler une nouvelle demande, il faudrait vraiment qu'un nouvel élément arrive dans le dossier. Alors c'est résumé dans l'article 622 du Code de procédure pénale. La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime, c'est le cas de Patrick Dils, après une condamnation, si vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou en tout cas à faire naître un doute sur sa culpabilité. Et c'est justement ce qui va se produire. Et pas n'importe quel fait nouveau. Nous sommes en 1997. Les parents de Patrick Dils, qui cherchent toujours à prouver l'innocence de leur fils, découvrent un élément capital. Le dimanche 28 septembre 1986, c'est-à-dire le jour où Alexandre Beckrich et Cyril Bénin ont été tués, un tueur en série était présent à Montigny-lès-Metz, pas très loin de la voie ferrée. Vous venez d'écouter le 3e épisode sur 4 de Crime Story, le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Suite et fin de ce podcast dans le 4e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.